Donc je fais ma thèse au DACUB à Meudon, en unité MAP, qui est dirigée par Benoît Font, ici présent, et encadrée par François Nicolas, aussi à MAP, qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Et c'est donc une thèse financée ONERA et AID. Donc pour répéter un peu un contexte que Denis a déjà introduit, mais les études expérimentales en aérodynamique sont cruciales et seront toujours essentielles. Et la recherche aérodynamique ne pourra jamais se permettre de ne plus utiliser ces moyens expérimentaux pour faire avancer cette recherche. Surtout dans un contexte actuel de décarbonation de l'aviation où ces mesures restent primordiales. Et dans ces études aérodynamiques, la mesure de pression, les mesures de pression sont des mesures clés pour comprendre les écoulements et leur dynamique et ainsi pouvoir faire avancer, améliorer des maquettes et des modèles. Et malheureusement, les capteurs dits conventionnels de pression sont des mesures 1D, 0D, mesures point, comme on peut le voir en haut à droite, où on a une section d'un bâtiment et vous voyez chaque trou sur la surface de ce modèle, c'est une mesure de pression. Et vous voyez, donc il y a quand même ici une certaine multitude de capteurs, mais la résolution spatiale des mesures de pression reste faible, et c'est-à-dire qu'il va falloir faire des interpolations entre ces points de mesure. Le deuxième point, c'est que ici, à l'intérieur de la maquette, chaque tube, donc à un volume conséquent, c'est un tube par mesure. Donc si on veut avoir une meilleure résolution spatiale et multiplier ce nombre de capteurs conventionnels, ça va prendre une certaine place dans la maquette, ce qui n'est pas toujours possible quand on a des maquettes assez fines telles que des ailes d'avion de chasse ou des maquettes tournantes, parce que les câbles vont forcément s'enrouler autour de l'axe. Et ça a aussi un coût non négligeable, surtout pour les capteurs instationnaires tels que des culites, et un coût d'installation et de temps d'installation dans une maquette. Donc c'est là que l'avantage de tout ce qui est la métrologie optique, où on va être beaucoup moins intrusif, et on va surtout pouvoir avoir des champs 2D de pression. Et pour cela, pour la pression, on utilise donc des peintures qui sont sensibles à la pression, que je vais appeler PSP tout le long de ma présentation. Et on a ici un exemple d'un soufflerie S2 à Modane en 2009. On a une peinture stationnaire, peinte ici sur le modèle d'un Falcon, et le champ de pression associé. Donc vous voyez directement l'avantage en termes de résolution spatiale de pression entre mesure optique par PSP et capteur conventionnel. Donc les PSP, comment ça fonctionne? Donc les PSP, ce sont des peintures qui vont contenir des molécules luminescentes, qui vont donc, sous excitation lumineuse, si on a des diagrammes d'énergie en bas à gauche, qui vont venir être excités par une excitation lumineuse, LED ou laser. On va avoir une fluorescence très rapide, peu sensible à la pression, mais c'est surtout après une relaxation interne, on va atteindre un autre état excité, un état triplé, où là on va avoir le phénomène de phosphorescence qui va être un peu plus long, de l'ordre de la microseconde à la milliseconde en fonction des molécules. Et la sensibilité en pression va agir à ce niveau-là, où en fait on va avoir une interaction par collision entre ces molécules luminescentes excitées, à l'état excité, et les molécules de dioxygène présentes dans l'air, où on va avoir donc un transfert d'énergie de la molécule excitée à l'oxygène, et ce qui va venir donc désactiver la luminescence de la peinture. Donc au final, ces peintures, ce qu'elles mesurent, c'est une concentration de dioxygène dans la peinture. Mais comme on travaille toujours dans l'air dans les souffleries, on peut remonter à la pression partielle de l'oxygène et donc à la pression à la surface de la maquette. Donc ici à droite, j'ai un échantillon de PSP, un échantillon de calibration de PSP, dans une cellule contrôlée en température et en pression, et dont la couleur sur l'échantillon correspond à l'intensité de la peinture. On voit bien qu'on a une variation d'intensité en fonction quand on change la pression, donc c'est le phénomène attendu parce que c'est ce qu'on veut mesurer. Cependant, si on change la température, donc si on regarde même pression mais différentes températures donc sur chaque colonne, on voit qu'on a aussi une variation d'intensité. Donc ça veut dire que si on fait juste une mesure en soufflerie sans connaître la température, on ne va pas savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on mesure. Et ça peut être des erreurs assez importantes et au final, la métrologie est complètement dans les choux. Donc, il faut absolument corriger les effets de température pour des mesures de PSP. Donc, une des solutions présentes dans la littérature, c'est le développement de peintures dites de couleurs à deux composés, où on va ajouter au composé sensible à la pression ici, un composé de référence, ici de la rhodamine B, qui va être uniquement sensible à la température. Un deuxième cas d'une autre étude, où donc le même composé sensible à la pression, mais cette fois c'est du périlène comme composé de référence. Et là, dans cette étude, ce qu'on voit, c'est que les deux émissions sont très proches dans le domaine spectral, et on a ce qu'on appelle un chevauchement, un overlap.
Et cet overlap en fait, va venir réduire significativement la sensibilité à la pression des mesures faites sur ce composé. Donc, dans cette étude, ils ont réussi à décaler le spectre d'émission vers le vert du composé de référence en ajoutant un colorant laser, ce qui leur a permis d'augmenter d'un facteur 3 la sensibilité en pression des mesures. Donc tout ça pour dire que dans ces peintures de composés, un facteur important, ça va être ce recouvrement des deux émissions, donc dans les deux études, où si la séparation spectrale des deux composés n'est pas parfaite, on va avoir une réduction de la sensibilité à la pression des mesures comparée à la peinture uniquement composée du composé sensible à la pression. Le deuxième point dans ces études, ce sont à chaque fois deux composés organiques. Lorsqu'on va mélanger deux composés organiques dans une peinture, il peut y avoir des phénomènes photochimiques et d'interférences photochimiques entre les deux composés qui va venir dégrader ces molécules luminescentes et donc dégrader la peinture au cours du temps. Donc une solution, c'est d'utiliser comme composé de référence un composé inorganique, luminescent et sensible à la température, comme composé de référence. Donc, en s'inspirant notamment de cette étude par un groupe de recherche japonais, mais dans cette étude, le composé de référence n'était pas sensible à la température. Et c'est donc dans ce contexte-là que s'inscrivent mes travaux de recherche, mes travaux de thèse. Donc, le but de ma thèse, ça va être de développer une peinture à deux composés qui aura une structure poreuse pour permettre de pouvoir faire des mesures de pression rapides et de pouvoir donc mesurer les fluctuations de pression, faire des mesures instationnaires. Donc cette porosité se fait en fait en insérant des nanoparticules dans le binder, dans le polymère, pour créer une porosité et donc être plus perméable à l'oxygène. On veut donc que le composé de référence, ici en vert, soit inorganique pour limiter les interactions photochimiques avec le composé sensible à la pression, ici donc les molécules, les petits points rouges. Et pour simplifier le setup expérimental, on veut que les deux composés aient la même source d'excitation. Donc voici comment va se dérouler ma présentation. Donc, je vais commencer par expliquer le choix du composé sensible à la pression, quelles sont les contraintes du coup, que ça impose sur le choix du composé de référence et comment ensuite j'ai synthétisé et caractérisé ce composé de référence et la validation des performances de la peinture lors d'un cas d'application d'interaction choc couche limite. Donc, pour le choix du composé sensible à la pression, j'ai choisi le ruthénium, un complexe de ruthénium métallo-organique, donc qui est quand même massivement utilisé dans la communauté PSP. Je ne l'ai pas sorti complètement de mon chapeau. Et donc ce composé, et on a le spectre d'excitation ici en pointillé, en rouge. On voit qu'on peut l'exciter dans l'UV, mais aussi un petit peu dans le bleu, dans le visible. Et j'ai choisi d'utiliser une excitation dans le bleu pour ne pas avoir à travailler dans l'UV, parce que c'est assez compliqué de travailler dans l'UV en termes d'excitation, parce que les LED UV ne sont pas assez puissantes, et tout ce qui est laser UV est assez dangereux en termes de sécurité pour le personnel, mais aussi il faut donc des optiques spécifiques et des hublots spécifiques en soufflerie, donc ça ajoute des contraintes qui complexifient énormément les installations. Donc si on choisit excitation dans le bleu et qu'on a l'émission de ce composé qui est dans le rouge ici, et qu'on veut pour que le composé de référence ait une émission qui soit complètement séparée spectralement de ce composé-là, la seule fenêtre qui reste, c'est la fenêtre proche infrarouge. Donc après avoir épluché la littérature de la chimie inorganique, j'ai comparé différents composés inorganiques en comparant leur domaine d'excitation, leur domaine d'émission, leur sensibilité à la température, parce qu'il faut quand même qu'elle soit importante, à quel point c'était facile de synthétiser ce composé dans les locaux à l'ONERA en n'ayant aucune connaissance en chimie, tel que moi. Et donc tout cela a mené à la sélection de ce composé, donc un oxyde d'indium méthantal qui va être dopé au chrome, où on voit déjà une bonne sensibilité à la température et potentiellement émission et excitation qui puissent correspondre à ce que l'on cherche. Donc ce composé, j'ai pu le synthétiser dans les locaux du DMPE à Palaiseau. Et c'est une synthèse qui est assez simple, c'est un mélange solide en fait. Donc on vient ici dans un creuset, broyer dans un mortier tous les précurseurs. Et ensuite on vient placer cette poudre dans un four à haute température du DEMAS à Palaiseau, à 1250 degrés pendant 8 heures. Et à la fin, donc on fait 2 cuissons, et à la fin on obtient cette poudre un peu rosée, qui est donc ce composé inorganique synthétisé. J'ai pu bénéficier de l'expertise de collègues du DEMAS ici à Châtillon, de Quentin et de Maria pour faire des images au microscope électronique à balayage qui permet de vérifier la forme et la taille des cristaux ainsi synthétisés et des mesures de diffraction au rayon X
pour vérifier la phase cristalline du produit synthétisé, et où ici on voit bien en bleu que ce qu'on mesure correspond parfaitement à ce qui est attendu comme phase cristalline, et qu'on a bien une phase pure et une cristallisation complète du produit. Donc tout ça pour dire qu'on a été très satisfait de cette synthèse, donc ça ne s'est pas arrivé du premier coup, ici c'est la 5e itération de synthèse, mais tout ça pour dire que ce composé a été synthétisé et dont la synthétisation s'est bien passée, et on a donc validé ce composé. Donc maintenant, il faut regarder les propriétés spectrales de ce composé ainsi synthétisé. Donc si on ajoute la courbe bleue au diagramme aux courbes rouges que j'avais déjà présenté avant, on voit bien que le composé donc inorganique est excitable dans le bleu ici par la LED bleue, comme le composé ruthénium sensible à la pression. Et on a son émission ici en très plein, qui est entièrement séparée, il n'y a pas d'overlap avec l'émission du ruthénium. Un autre point très important que je n'ai pas mentionné jusque-là, c'est qu'on voit que le composé inorganique absorbe jusqu'à 800 nanomètres. Et on voit que le ruthénium, l'émission du ruthénium, est dans un creux d'absorption. Et donc ça, c'était aussi une autre contrainte. On veut éviter que l'émission du ruthénium soit réabsorbée par ce composé, parce que sinon ça va créer une dépendance en termes d'intensité du composé inorganique en fonction de l'intensité luminescente du ruthénium. Donc avec tous ces paramètres, toutes ces contraintes, au final on s'en est quand même pas trop mal sorti avec ce composé qui émet qui absorbe peu là où le ruthénium émet. Maintenant, si on regarde l'évolution de l'intensité, enfin le spectre d'émission en fonction de température et pression, donc on a bien le ruthénium qui est bien sensible à la pression ici dans le rouge, et le composé de référence qui n'est pas sensible à la pression ici dans le domaine infrarouge. Par rapport, quand on fait évoluer la température entre bleu et vert, on voit bien que les deux composés sont sensibles à la température. Donc maintenant que j'ai vérifié ça et que chaque composé était sensible à ce à quoi il devait être, j'ai intégré ces luminophores dans une peinture. Donc ici, qui est composée donc des deux composés, donc du ruthénium sensible à la pression et du composé de référence inorganique. Je l'ai incorporé dans une peinture faite de nanoparticules hydrophobiques de dioxyde de titane, qui va venir créer la porosité dans le polymère dans un silicone, RTV 118. Et tout ça, je vais le mélanger dans un solvant, dans du toluene, que je vais ensuite venir appliquer à l'aide que je vais venir sprayer sur ma surface pour tester ensuite en soufflerie. Et donc pour valider les performances de cette peinture, on a peint une plaque qu'on voit en haut à droite dans un cas de test d'interaction choc couche limite, où on va avoir la soufflerie transsonique S8 à Meudon. On va avoir un écoulement qui arrive à un Mach 1,35 et on va avoir une onde de choc ici, lambda, qui va se créer au niveau de la plaque, et cette onde de choc va venir osciller à environ 200 Hz sur la plaque. Donc la plaque est aussi instrumentée de capteurs conventionnels de pression, donc on a une certaine ligne de prise de pression et 3 capteurs de pression instationnaire d'éculite, pour venir comparer nos mesures de pression PSP avec des capteurs conventionnels dont on est sûr de la valeur. D'un point de vue métrologie, ce banc est aussi équipé d'une visualisation strioscopie haute vitesse. Et côté PSP, on va avoir l'excitation par 2 LED dans le bleu, d'un côté de la soufflerie, et de l'autre côté, on va avoir les deux caméras rapides, donc chacune équipée d'un filtre optique pour pouvoir isoler les émissions de chaque composé. Donc la caméra PSP qui va avoir un filtre qui va permettre de voir uniquement l'émission du ruthénium qui est sensible à la pression, et la deuxième caméra qui va avoir un filtre qui va couper toute lumière sauf celle du composé de référence. Donc les caméras ici, vous pouvez le voir, ne fonctionnent pas à la même fréquence. Donc, la fréquence la plus élevée est pour la caméra PSP afin de pouvoir faire des mesures de pression stationnaire et de pouvoir mesurer les fluctuations de pression à haute fréquence. Pour la caméra, pour les évolutions de température, on a pu descendre à 100 Hz. Tout d'abord, parce qu'on avait besoin d'un temps d'exposition assez conséquent pour avoir assez de signal, mais ce n'était pas gênant dans ce cas-là parce qu'on n'aura pas d'évolution de température sur cette plaque à cette fréquence-là. Donc ce n'est pas gênant d'avoir un écart de fréquence d'acquisition entre les deux caméras. Et la première chose qu'on a remarqué de ces essais, en fait, c'est la dégradation de la peinture. Donc c'était assez inattendu, mais on a ici la plaque
vue telle que par la caméra PSP. Et après 3 essais, donc environ 30 minutes de vent au total, on a complètement dégradé la peinture, parce que la peinture, en fait, c'est décollé de la plaque, avec l'impact de petites poussières ou des choses comme ça dans la VNTC. Et en fait, on a appris a posteriori, en discutant avec un chimiste, qu'il y a une incompatibilité entre les molécules de dioxyde de titane et le polymère. Les nanoparticules vont venir empêcher la réticulation du polymère, ce qui fait que la peinture ne va pas entièrement coller à la plaque. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, quand on a des images comme ça, on va forcément voir ces défauts dans les champs de pression. Donc, si on regarde ici un champ de pression instantané, donc c'est une image, on a le champ de pression ici, donc les niveaux de gris ont été convertis en pression. On arrive quand même à voir l'onde de choc. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais on passe quand même du violet au orange. Mais on voit tous ces défauts sur la peinture, notamment liés au fait que cette peinture s'est décollée. Sur le champ de température instantané, c'est un champ de température qui est assez uniforme parce qu'on a une plaque métallique, donc on a une diffusion de la chaleur dans toute la plaque et un équilibre thermique qui est atteint assez rapidement. Mais on voit aussi tous les défauts de la plaque. Alors maintenant, j'utilise ce champ de température pour corriger ce champ de pression. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul, mais j'obtiens ce champ de pression instantané corrigé en température. La première chose qu'on voit, c'est la correction de ces défauts de peinture. Donc ça va être quelque chose qui était en fait inattendu lors des essais, parce que, on ne s'y attendait pas, mais on a expliqué cette correction par le fait qu'il se trouve que le composé de référence et le composé sensible à la pression ont la même sensibilité à la température aux conditions de référence, ce qui a permis en fait de corriger les effets de température, mais aussi d'illumination et d'inhomogénéité de la peinture sur la plaque. Donc un petit coup de chance, mais il faut bien que ça arrive de temps en temps quand même. Donc si maintenant on compare ce champ de pression mesuré par PSP avec les capteurs conventionnels, donc tout d'abord si on compare avec la strioscopie, on voit bien que sur le champ de pression, on mesure le pied amont de l'onde de choc lambda. On voit ici un aspect un peu courbé lié aux effets de bord des hublots de la soufflerie. Et si on compare aux prises de pression, donc on a ici le champ de pression non corrigé en bleu et en orange le champ de pression corrigé comparé aux prises de pression, ici les carrés verts. Donc au final, on a une température de correction qui est quand même très efficace et malgré un petit offset, notamment en amont, qui est inférieur à 2 kPa, notamment dû à la réabsorption du ruthénium par le composé de référence. Donc pour conclure, j'ai pu développer une peinture de composés, un stationnaire, pour pouvoir faire des mesures donc, de pression à haute fréquence, qui intègre un composé de référence inorganique pour limiter les interactions photochimiques. On a donc une séparation spectrale entre les deux composés qui est complète, mais on a donc une correction de température qui est efficace, malgré une petite erreur résiduelle liée à cette réabsorption ici, à ce niveau-là, des émissions du ruthénium par le composé de référence. Et donc, pour aller plus loin, pour les quelques mois de thèse qui me restent, tout d'abord, le premier point à adresser, c'est de corriger ces dégradations de la peinture. Donc, depuis janvier, j'essaie de nouvelles combinaisons polymères, nanoparticules, peindre sur différents substrats pour essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que la peinture ne tient pas. J'ai eu quelques avancées qui sont de bon augure récemment, donc j'y crois encore, on va dire. Et donc cette peinture, ensuite, j'aimerais caractériser pleinement la bande passante de cette peinture pour savoir jusqu'à quelle fréquence on pourrait faire des mesures. Et on prévoit aussi de tester cette peinture, c'est un matériau isolant, donc fait de pics, pour avoir un vrai gradient de température sur la plaque. Donc, si vous vous souvenez, on avait une image de température, un champ uniforme, sur lequel on ne pouvait pas voir l'onde de choc, mais sur ce matériau isolant, on est sûr qu'on la verra. Donc ça permettra un petit peu de voir si la correction est efficace dans un contexte un petit peu plus challengeant. J'ai eu l'occasion de présenter mes résultats de recherche lors de 3 conférences internationales. Un papier est en préparation en fonction aussi des résultats que je vais obtenir, j'espère bientôt, avec la nouvelle peinture. Et j'ai aussi eu l'opportunité de participer au workshop Measurement and Observation Techniques for Aerospace Research. C'est une coopération ONERA-DLR Institut Saint-Louis qui a lieu tous les ans, où c'est un lieu en fait, d'échange et de collaboration entre ces instituts de recherche.
Merci à tous.